Bonjour, cours du 8 janvier 2020, première partie. On va commencer par finir la correction de l'activité documentaire 1 du chapitre, je me suis trompé, 12, qu'on a fait mercredi sur le mouvement d'une particule dans un champ électrique. Il nous manquait à corriger l'étude pratique. On avait fini avec l'équation de la trajectoire de la particule entre les plaques de déviation lorsque la particule est sortie du canon à électrons, vous vous en souvenez. Bon. Là, on va gagner du temps. Jusqu'à présent, je voulais que vous notiez les choses. Là, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà prévu toute la correction. Je vais gagner un peu de temps par rapport à le faire à la main. Donc, la première partie, c'était, vous vous souvenez que voilà, donc reprenez bien cette activité documentaire. Vous vous souvenez que à la fin de l'étude théorique, on avait vu que la trajectoire de l'électron entre les plaques était une parabole d'équation y égale 4,08 x au carré. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Et nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est de démontrer que l'ensemble des points expérimentaux obtenus forme bien une parabole. C'est-à-dire que, expérimentalement, notre trajectoire est bien parabolique. Alors évidemment, on se rend compte que quand on regarde une trajectoire parabolique de formule générale y égale alpha x au carré. Il est évident que quand on regarde la trajectoire réalisée par régression avec, je crois que c'est régressif, on a bien le sentiment que c'est une parabole, évidemment. Mais on va le prouver, puisque c'est ce qu'on nous demande de faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre sur cette courbe deux points, A1 et A2, et on va déterminer les coordonnées de ces deux points dans notre repère. Or, j'ai pris les points A1 et A2 de manière à avoir les coordonnées les plus simples. Le point A1, vous voyez qu'il a pour ordonnée 5, y1 égale 5, et pour abscisse, vous voyez que c'est juste à côté de 30, pour abscisse 31. Vous voyez ? C'est là que j'ai fait une petite erreur, c'est 31 ici. D'accord ? Abscisse est ordonnée de A. Et j'ai pris un deuxième point, A2. D'ordonnée, c'est juste au-dessus de 20. D'ordonnée 20. J'ai mis 20,1 à peu près. 1,1. D'accord ? Il me reste à déterminer précisément son abscisse à ce point A2. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mesuré la distance qui sépare deux graduations successives, 60 et 70 mm. Et moi, sur mon graphe, j'ai trouvé 18 mm. Ce qui veut dire que 18 mm représente 10 mm en réalité. 10 mm en réalité horizontalement, ça est représenté par 18 mm sur mon graphique. Et moi, j'ai mesuré la distance qui sépare la graduation 60 de l'abscisse de mon point A2. Et ça fait 11 mm. Et je vais donc chercher 11 mm, c'est représenté par quoi ? Si 18 mm représente 10 mm, 11 mm représente 11 fois 10 divisé par 18. Mon produit en croix, comme d'habitude. Et j'ai calculé ici. Et ça fait 6,1 mm. Donc prenez bien ces corrections. Ce qui veut dire que
Comme ici j'avais la graduation 60, ce point-là c'est 66,1 mm. Du coup, x2 égale 66,1 mm. L'abscisse de mon point A2 c'est 66,1. L'ordonnée c'est 20,1. D'accord là-dessus? Vous m'arrêtez s'il y a un problème. Je pense que là, on avait déjà fait tout ça à plusieurs reprises. C'est déterminer les coordonnées précisément de deux points d'une courbe. Oui. Vous allez la mettre au tableau? Non, non. Ça, je vous laisse le faire. Par contre, il y aura des choses que je vais rajouter sur le Padlet. Je vous expliquerai tout à l'heure. Autrement, ça surcharge trop, il y a trop de choses et après on s'y retrouve plus. Donc là, vous pouvez le noter. Ensuite, si les électrons suivent bien une trajectoire parabolique d'équation y égale alpha x au carré, ça veut dire que les coordonnées de mon point A1 et A2 respectent cette équation. Donc je peux donc écrire que normalement si A1 et A2 sont sur cette trajectoire parabolique, y1 égale alpha x1 au carré et y2 égale alpha x2 au carré. Vous êtes d'accord avec ça? Mais pour le moment, moi je ne connais pas alpha. Donc il va falloir que je me débrouille pour montrer que ceci, ce que je viens d'écrire ici, est bien justifié. Alors qu'est-ce que je fais? Il y a deux manières de faire. Je vais faire le rapport de ces deux équations. Donc je vais diviser y2 par y1. Donc y2 sur y1 c'est égal à alpha x2 au carré divisé par alpha x1 au carré. C'est d'accord? Oui? C'est bon? Je vais remonter le document. Évidemment, les alphas, on peut simplifier par alpha. Du coup, je tombe sur une équation très simple, y2 sur y1 égale x2 au carré sur x1 au carré. Et il faut que je vérifie, à partir de mes coordonnées, je sais que A1, ça c'est x1, y1 ici. Y1 est égal à 5, x1 est égal à 30,1. D'accord? Je vais simplement vérifier que cette équation est vraie. Donc je vais faire le rapport y2 divisé par y1, c'est-à-dire 20,1 divisé par 5, ça fait 4,2. Et je vais faire le rapport x2 au carré sur x1 au carré, c'est-à-dire 66,1 au carré divisé par, c'était pas 3,1, c'est 31. 31 au carré. Oui. Juste baisser l'ordinateur parce qu'on ne voit pas le. Non, je peux pas là. Mais juste fermer un tout petit peu. Non, parce qu'il faut que je vois. Si vous voulez, vous vous décalez, mais non, je parce qu'il faut que je puisse voir si à chaque instant ça rentre. Je suis désolé de vous demander ça, c'est pas un grand problème. Moi, il faut que je puisse, de mon côté, regarder que je ne déborde pas de l'écran dans ce que j'écris. Du coup, eh bien, je trouve que 66,1 au carré divisé par 31 au carré, ça fait 4,5. Et je vois que ces deux valeurs sont aux erreurs de mesure des abscisses et des ordonnées sont similaires.
Donc je peux dire que cette équation qui est ici est vérifiée, donc que mes électrons suivent une trajectoire parabolique, comme me l'avait annoncé mon étude théorique. D'accord? Alors pourquoi l'écart? Parce que vous voyez qu'une petite erreur sur x1 et sur x2, comme c'est élevé au carré, ça démultiplie l'élévation au carré, démultiplie l'erreur. Parce que si au lieu de 31 c'est 31,5, 31,5 au carré, eh bien ça me démultiplie l'erreur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai un petit écart. Mais enfin il n'est pas très grand. Oula, ça commence, il faut que je vais faire ici, ça se voit pas. Voilà, c'est nettement mieux là. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez juste enlever le gel? Ah oui, tout ça je peux enlever. Donc si vous êtes gêné, je vous comprends très bien. Mais c'est pas la peine de me demander, discrètement vous vous déplacez pour pouvoir voir mieux au tableau. Mais là j'ai tout réglé pour que je puisse vérifier à tout instant que autrement ils vont avoir des parties tronquées dans la vidéo, ça va pas. Ok, je peux déplacer un petit peu tout ça. Oui. Sinon ça réapparaîtra avec la fin. Alors, mais c'était pas tout, vous demandez aussi la valeur de alpha. Voilà, c'est tout ça. Et là je me suis trompé, c'est x2. J'ai écrit que alpha c'était y2 sur x2 au carré. Et ça passait le x de l'autre côté du signe égal ici. Mais attention, moi je vous ai dit tout à l'heure, nous, dans le résultat théorique, on a trouvé y égale 4,08 x2. Ça c'est la valeur théorique. Mais attention, le 4,08 a été obtenu en exprimant toutes les distances en mètres. Et ici, nos coordonnées, ici et ici, elles sont en millimètres. C'est des millimètres qui sont donnés en abscisse et en ordonnée. Donc j'ai converti mon abscisse et mon ordonnée de mon point A2 en millimètres. Ça fait donc 20,1 fois 10-3 mètres et 66,1 fois 10-3 mètres. Si je fais le rapport, je trouve 4,6.
Donc l'équation de la trajectoire, ça serait y égale 4,6 x au carré, ce qui n'est pas très éloigné de y égale 4,08 x au carré. Donc, expérimentalement, on retrouve bien le résultat de notre étude théorique. D'accord ? Ok, allez, je vais remonter un petit peu le document pour faire la question suivante. Alors, j'avais posé une question entre-temps. Je vous avais demandé, il y avait une question. Je vous avais demandé de retrouver V0. Parce qu'au départ, dans ma tête, je m'étais dit on va refaire, comme dans le canon électron, entre les plaques, on va refaire une étude théorique avec les valeurs algébriques, avec les grandeurs algébriques, les formules algébriques. Puis je me suis rendu compte que ça serait long pour pas grand chose, donc on était passé, on avait calculé tout de suite les valeurs. Sauf que pour faire la question intermédiaire qui était là, il aurait fallu avoir l'expression algébrique de la trajectoire. Et j'ai trouvé que c'était juste pour une vérification, c'était beaucoup de temps perdu pour pas grand chose. Donc la question qui suit, je l'ai sautée. La question 1B, je l'ai sautée. Par contre, on va faire celle-là qui est beaucoup plus intéressante. Vous vous souvenez que dans votre canon électron, l'électron est émis par le filament chauffé, ici en A, qui correspond, ce point A, à l'origine de votre référentiel pour l'étude du mouvement de l'électron dans le canon à électrons. Cet électron est accéléré en ligne droite jusqu'en B. D'accord ? Et les électrodes A et B sont distantes de L. Enfin, l'électron, lorsqu'il est émis, on déclenche le chronomètre, donc T égale 0, au moment où il est émis. Donc, lorsqu'il arrive en B, à l'instant T, il a parcouru donc la distance L, qui correspond à son abscisse en B. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons calculé l'équation horaire de la position de notre électron dans le canon à électrons. Suite à notre calcul, entre les plaques A et B. Et c'était l'abscisse de l'électron, c'est égal à la charge élémentaire fois la tension entre les deux plaques A et B, divisé par 2 fois la masse de l'électron, fois la distance qui sépare les deux plaques A et B, fois T. Ça, c'est l'équation horaire de position qu'on a trouvée lorsqu'on a fait l'étude du mouvement de notre électron entre les plaques A et B. Alors là, je vous le redétaille. Lorsque l'électron est en A, qui représente l'origine du référentiel, T est égal à 0. Donc lorsque l'électron arrive en B, son abscisse est XL. Donc dans mon équation horaire, je peux remplacer X par L. Puisque vous voyez que si l'abscisse de l'électron c'est 0 ici, son abscisse ici c'est L. Puisque la distance entre ces deux points c'est L. Donc L égale E, EUAB, facteur de 2mL, T carré. Et ça sera la date à laquelle il arrive en B. Et ça correspondra aussi à la durée qu'il a mis pour aller d'ici à ici, puisque à t égale 0, il est là. Alors je fais passer 2mL de l'autre côté. 2mL est au dénominateur, je le fais passer au numérateur de l'autre côté.
ça me fait donc 2m L au carré, parce que vous avez L ici et L ici. Donc ça fait L au carré. D'accord? Est égal à E UAB T carré, c'est-à-dire ce qu'il y avait au numérateur. Et puis j'ai plus qu'à faire passer E UAB de l'autre côté, ça fait T carré égale 2mL carré sur E UAB. Ben, il ne me reste plus qu'à prendre la racine de tout ça. Ça nous fait T égale racine de 2mL carré sur E UAB. Bon, si on remplace M par 9,1 fois 10 puissance moins 31, L par 1,8 cm converti en mètres, donc 1,8 10 moins 2, E 1,6 10 puissance moins 19, et UAB c'était 3700. Si on remplace tout ça, on trouve T égale 9,88 10 moins 10 secondes. Oui. Au début, quand vous écrivez, on rappelle l'équation horaire de position, c'est T carré, c'est X égale T carré. Oui, il a été tronqué là. Oui, quand j'ai fait le scan, ça a été tronqué, merci de me faire un T carré. Alors, je vous rappelle que 1 nanoseconde, quand on regarde des particules, on parle plutôt de nanosecondes que de secondes. C'est combien de secondes? 10 moins 9 secondes. Donc vous voyez que 9,98 fois 10,10 secondes, ça fait 0,998 nanosecondes. C'est-à-dire environ 1 nanoseconde. 1 milliardième de seconde pour aller de A à B, pour parcourir 1,8 cm. C'est très peu. Voilà. Est-ce que c'est compris? Il me semble que c'est pas difficile, c'est plus, ça ressemble à du TP. Hein? C'est vérifier la théorie par l'expérience et puis déterminer certaines grandeurs comme la durée que met l'électron pour aller de A à B. Voilà. Donc là on vient de finir le chapitre 12 totalement pour ce qui est du cours. Il ne nous manquera plus que les exercices que j'avais notés là-bas. Alors, pendant que vous finissez, je vais commencer à un petit peu en parler, ainsi que pour ceux qui nous écoutent devant la vidéo. Je vais vous donner, il y aura 6 exercices. Il y en a un qu'on va faire dans la deuxième heure. Un qui est à la fin du livre, je vous le montrerai tout à l'heure, que je ne corrigerai pas, je répondrai aux questions. Les exercices que je vais vous donner pour le chapitre 12, il y en a 3. Vous les aurez pour la semaine prochaine, mais je ne les corrigerai pas tous. Je corrigerai ce qui me paraissent le plus intéressant, le plus important. Les autres, je vous mettrai les corrections sur le Padlet. Il va falloir faire comme ça. Je fais mon planning de semaine en semaine en fonction de ce qui est annoncé, j'écoute. Donc vous ne revenez pas pendant la semaine prochaine. Les nouvelles ne sont pas super bonnes. Je ne sais pas ce que ça va donner pour les prochaines semaines après le 20. Donc je fais mon planning, je l'adapte. Donc dans tout état de cause, vous savez qu'ils se laissent le droit 15 jours avant d'annuler les épreuves, si vraiment ce n'était pas possible. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez des notes. Donc moi j'aimerais faire 2 autres petits contrôles d'1 heure. 2 contrôles de 2 heures, c'est impossible. Je ne sais même pas si 2 contrôles d'1 heure c'est possible pour finir. Parce que 15 jours avant, c'est pas grand chose avant. Donc je reste dans l'incertitude pendant encore 4 semaines. Donc je vais essayer pour que si les épreuves sont annulées, vous ayez 3 notes afin de pouvoir avoir un 3e trimestre suffisamment conséquent pour que vous ayez suffisamment de notes, puisque ce sera ces notes du 2e et du 1er trimestre qui formeront la note de l'épreuve, si elle est annulée. Donc il faut que je pense à ça aussi. Allez, je vais enlever ça et on va passer au chapitre 13
les lois de Kepler, il nous manquait la correction de la troisième partie sur la troisième loi de Kepler. Je vais l'afficher au tableau. La voilà. D'accord. Donc je reviens sur l'activité documentaire du chapitre 13 sur les lois de Kepler. On avait corrigé les deux premières parties. La première partie concernant la première loi de Kepler et la deuxième partie concernant la deuxième loi de Kepler. Je rappelle ce que disent ces deux premières lois de Kepler. Première loi de Kepler dit tout objet gravitant autour d'un centre attracteur décrit une ellipse dont le centre attracteur occupe l'un des foyers. Première loi de Kepler. Deuxième loi de Kepler qui dit que le rayon qui lie le centre attracteur à l'objet qui gravite, eh bien ce segment décrit des aires égales pendant des durées identiques. Et il nous reste enfin la troisième loi de Kepler. Et celle-là, elle est forte quand même. Déjà la deuxième était forte, mais celle-ci aussi est forte. La période de révolution d'un objet autour d'un centre attracteur, c'est quoi? C'est la durée qu'il met pour parcourir l'ellipse. Lorsqu'il a parcouru une fois l'ellipse, et puis il reparcourt la même ellipse pendant la même durée. Et bien cette durée pour parcourir l'ensemble de l'ellipse, c'est ce qu'on appelle la période de révolution de l'objet autour de son centre attracteur. Je vous rappelle, je vais le mettre ici. Voilà les deux foyers. Le Soleil occupe l'un des foyers. Ici, vous avez la planète. Et ça, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe. D'accord? Du coup, qu'est-ce que nous dit Kepler? Il nous dit que la période de révolution au carré divisée par le cube du demi-grand axe est le même, ce rapport-là, est identique pour toutes les planètes du système solaire. Bien que chaque planète ait une période de révolution qui lui est propre et un demi-grand axe qui lui est propre. Donc chaque planète diffère par sa période de révolution et son demi-grand axe, mais le rapport T carré sur un cube, il est le même pour toutes les planètes. Ce qui veut dire que notre système solaire est en équilibre. Oui. Est-ce que vous savez comment il a pu prouver ça? Je sais pas, mais c'est fort. Ah oui, non. Parce qu'il fait ça au XVIIe siècle quand même, il y a plus de 300 ans, il découvre ça. Je ne sais pas comment lui est arrivé cette... je sais pas. Les planètes les plus éloignées, Neptune et tout, elles ont une période de révolution très longue. Mais il ne connaissait pas toutes les planètes à l'époque. Il a fait ça sur les planètes qu'il connaissait. Pluton n'était pas encore connu. Donc après, il faudrait que je regarde comment il en est arrivé là historiquement, et ça, je ne sais pas. Oui? Est-ce que ça marche en dehors du système solaire? Si vous passez dans un autre système solaire, ça reste vrai. Mais le rapport de toutes les planètes gravitant autour de la nouvelle étoile, ce rapport-là n'aura pas la même valeur. Mais ça sera le même pour toutes, ce rapport sera identique pour toutes les planètes de ce nouveau système solaire. En fait, vous vous rendrez compte que cette constante, elle dépend uniquement de la masse du centre attracteur. Donc si vous changez de système solaire, votre étoile n'aura pas la même masse, donc la constante sera différente. Mais la loi reste vraie. C'est fort ça, hein? Alors, ce qu'on vous demandait, je vais remonter tout ça, c'est de calculer, de mesurer. Vous savez, il fallait aller dans le troisième onglet, troisième loi de Kepler.
Et pour chacune des planètes, on vous donnait la période de révolution T, qui était notée, les Américains notent pas grand T, ils notent petit p pour période. Donc c'était donné sous la forme petit p. Et vous était donné aussi A, le demi-grand axe, pour chaque planète. Par contre, la période de révolution était exprimée en années, year, et le demi-grand axe était exprimé en unité astronomique. Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil. Donc moi, j'ai simplement fait que relever les valeurs qui étaient données par le logiciel pour chacune de ces planètes. Le demi-grand axe de Mercure, c'est 0,387 années, et sa période de révolution, 0,241 années. UA ici, et sa période de révolution 0,241 années. Pour la Terre, demi-grand axe 1 UA, période de révolution 1 année. Pluton, demi-grand axe 39,4 UA, période de révolution 248 années. Et on vous demandait de calculer la constante pour ces trois planètes. Bon, alors pour la Terre, c'est simple. 1 au carré divisé par 1 au cube, ça fait A. Eh bien, il s'avérait que pour Mercure et pour Pluton, ce qui était annoncé par Kepler s'avère bien vrai. Pour ces trois planètes, le rapport T carré sur un cube est toujours égal à A. Toujours égal à A. Ce qui montre bien que toutes les planètes du système solaire, bien que toutes les planètes du système solaire aient des périodes de révolution et des demi-grands axes A différents, leur rapport reste identique. C'est clair ça? C'est pas très compliqué, hein? Et la question qui suivait, c'est qu'on vous demandait de cette valeur-là. On vous demandait de la calculer lorsqu'on exprime T en secondes et A en mètres. Et on va voir que cette valeur, elle va changer par le fait qu'on change de système d'unité. Alors, T, bon, je l'ai fait uniquement pour Mercure. C'est pas la peine de le faire pour les autres, puisque ça sera la même valeur, quelle que soit la planète. T, c'était 0,241 années. Vous savez que le temps que met la Terre pour faire un tour, c'est une année bissextile. Donc une année, c'est 365,25 jours. Donc si je multiplie 0,241 par 365,25, je vais trouver ma période de révolution en jours. Si je multiplie le résultat par 24, c'est-à-dire le nombre d'heures dans un jour, j'obtiens ma période de révolution en heures. Et si je multiplie le résultat par 3600, nombre de secondes dans une heure, j'obtiens mon résultat en secondes. Le voilà. Et puis le demi-grand axe, 0,387 UA. Et je vous disais dans l'énoncé, dans la première page de votre activité documentaire 1, je vous disais que c'est dans le document 5 de la première page, je vous disais que 1 UA, c'est 150 fois 10 puissance 6 km. Donc si je multiplie cette valeur-là par 150 10 puissance 6, j'obtiens mon demi-grand axe en kilomètres. Mais moi, il me le faut en mètres. Je multiplie par 10 puissance 3. Ça me fait 5,8 10 puissance 10 mètres. Si je fais mon rapport, T carré sur un cube, je trouve 2,96 fois 10 puissance moins 19. Toutes les planètes du système solaire, si on exprime leur période de révolution en secondes et leur demi-grand axe en mètres, eh bien, ont toutes le même rapport T carré sur un cube qui sera égal à 2,96 10 puissance moins 19.
Le fait qu'on change de la valeur de la constante vient simplement du fait qu'on a changé les unités dans lesquelles on exprime ces grandeurs. C'est clair ? Est-ce que je peux remonter un peu le document? Jusqu'ici au moins. Ça va là? La question suivante. Quelques années après Kepler, Newton, c'est toujours au XVIIe siècle, il va montrer que le rapport T carré sur A cube, c'est égal à 4 pi carré sur G, facteur de la masse du Soleil. Donc, vous avez la preuve de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on change de système solaire, la loi de Kepler reste vraie, mais la valeur de la constante, ça sera égal à 4 pi carré sur G, facteur de la masse de la nouvelle étoile, autour de laquelle gravitent les exoplanètes. Alors, je vais vous rappeler la valeur de G, la valeur de MS, et je vais vous demander de calculer le rapport 4 pi carré sur GMS. Bon, voilà, ça fait 2,97 fois 10 puissance moins 19. Valeur très proche de la valeur expérimentale que j'ai obtenue juste avant. D'accord ? On vous demandait de comparer cette valeur à la valeur trouvée à la question 3. On voit que ces valeurs sont sensiblement égales aux erreurs de mesure près. Ce qui veut dire que la relation T carré sur A cube égale 4 pi carré sur GMS, eh bien, elle est bien fondée, elle est bien correcte. La déduction théorique de Newton est validée par l'expérience. Et là, je vous demandais l'écart relatif, c'est quoi? L'écart relatif, c'est le pourcentage d'erreur qu'on a commis expérimentalement par rapport à la valeur théorique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur absolue de la valeur théorique, de la valeur expérimentale, moins la valeur théorique. Et on divise tout ça par la valeur théorique. Valeur expérimentale moins valeur théorique sur valeur théorique. Et on fait fois ça. Et on va avoir un pourcentage d'erreur de 0,18%. C'est-à-dire que l'erreur commise sur la valeur expérimentale est de 0,18% par rapport à la valeur théorique. Donc on avait une très bonne précision sur notre valeur expérimentale. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas très compliqué, c'est... voilà. Voilà, donc on a fini le chapitre 12. On a vu le mouvement d'un objet dans un champ de pesanteur dans un champ électrique. Et on a vu, dans le chapitre 12,
tout ce qui concerne les énergies. Énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique, travail d'une force. Et la relation entre tout ça. D'accord? Le chapitre 13, là, on vient de finir la partie de cours liée aux lois de Kepler, les 3 lois de Kepler. Le cours, c'est cette activité documentaire-là, où vous avez les 3 lois de Kepler qui sont citées. Et après, il faut savoir les appliquer à travers des exercices. Des exercices qu'on a déjà fait sur la première et sur la deuxième loi de Kepler. Et un exercice qu'on va faire pour appliquer la 3e loi de Kepler. D'accord? Il nous manque pour finir le chapitre 13, et le chapitre 13 de la mécanique du point de vue du cours va être fini aujourd'hui. C'est l'approximation circulaire des trajectoires. Vous avez vu, souvenez-vous, dans cette activité documentaire, dans la première partie qui concernait la première loi de Kepler, on avait vu que toutes les planètes, à l'exception de Mercure, décrivent une ellipse qui était quasiment circulaire. On avait vu que leur excentricité à toutes ces ellipses pour ces planètes était très proche de 0. On avait donc conclu que, à part Mercure, toutes les planètes du système solaire décrivaient, Mercure et Pluton, toutes les planètes du système solaire décrivaient des cercles autour du Soleil. Ça veut dire que les deux foyers de l'ellipse sont quasiment confondus avec le centre de l'ellipse. C'est bon? J'enlève? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Alors, voilà la dernière partie du chapitre. À ceux qui sont en classe, je viens de donner le document papier pour aller plus vite et que vous n'ayez pas besoin de noter. Pour ceux qui sont à la maison, j'ai mis ce document sur le Padlet au chapitre 13 sous le titre Caractéristiques du mouvement d'un satellite dans l'approximation circulaire des trajectoires, relation avec la 3e loi de Kepler. Je vous encourage à stopper la vidéo, à aller sur le Padlet, à imprimer ce document et à revenir sur la vidéo pour pouvoir suivre le déroulement du cours avec le document. Je vous encourage à passer des petits coups de stabilo à certains endroits et peut-être à apporter quelques petites annotations par rapport à ce que je vais dire. Ok? Donc, voilà. Ça va. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai représenté la trajectoire que décrit un satellite de centre P autour d'un centre attracteur de centre O. Il est donc bien clair que la première loi de Kepler doit être appliquée, la trajectoire doit être elliptique et le centre du centre attracteur doit occuper l'un des foyers de notre ellipse. L'autre foyer est dit vacant, il n'y a rien dans cette position-là. D'accord? Ça, c'est la première loi de Kepler. Évidemment, ce satellite, P, je vous rappelle qu'en terminale, on est dans la mécanique du point, donc tous les objets sont représentés par un point, qui le plus souvent est leur centre de masse ou leur centre de gravité. Donc on va considérer que les points O et P. Eh bien, on a vu que le centre attracteur O, de masse M, exerce sur le satellite de masse petit m une force d'attraction gravitationnelle notée FOP. Cette force active en P
elle est portée par la droite OP et elle est dirigée de P vers O. Pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a vu au chapitre 13, dans l'activité documentaire 1, les lois de Kepler, qu'à l'exception de Mercure, et j'aurais dû rajouter de Pluton, toutes les planètes du système solaire décrivent des ellipses qui sont quasiment circulaires. Donc, on va dorénavant considérer que leur trajectoire est circulaire. On dit qu'on se place dans l'approximation circulaire des trajectoires. Alors ça change mon dessin. Ça change mon dessin. Du coup, mon centre attracteur, il est au centre d'un cercle décrit par mon satellite P. Ma force d'attraction gravitationnelle est toujours la même, comme ceci. Elle a pour origine P et elle est dirigée vers O. D'accord? Donc j'applique ma petite méthode, comme d'habitude, dès le moment où j'applique ma loi de Newton. Je définis mon système, c'est le satellite de masse m. Je définis mon référentiel, qui est un référentiel héliocentrique, c'est-à-dire un référentiel dont l'origine est au centre du Soleil. Et je vais le supposer galiléen. Et je sais que c'est juste, puisque pour toute planète gravitant autour du Soleil, le référentiel héliocentrique peut être considéré comme galiléen. C'était ce qui était noté dans le chapitre 11. Quels sont les référentiels Quels référentiels peuvent être supposés galiléens en fonction des cas? Le terrestre peut être supposé galiléen si vous avez un objet qui se déplace à la surface de la Terre sur une faible durée. Le référentiel géocentrique peut être considéré comme galiléen pour tout satellite gravitant autour de la Terre. Le référentiel héliocentrique peut être considéré comme galiléen pour tout objet gravitant autour du Soleil. C'est clair? Et puis, j'ai exprimé ma force d'attraction gravitationnelle exercée par O sur P. C'est égal à G, la constante universelle de gravitation, fois la masse du satellite, P, fois la masse du centre attracteur, M, divisé par la distance qui sépare O de P, c'est-à-dire le rayon du cercle. Et ce R, je l'ai élevé au carré. Mais attention, j'ai un vecteur ici. Donc je dois avoir un vecteur ici. Je ne peux pas écrire qu'un vecteur est égal à une valeur. Ça représente juste l'intensité de la force. Mais le vecteur force, il a trois autres caractéristiques, sa direction, son sens et son point d'application. Donc il faut que je mette un petit vecteur. Alors, comme je sais que je suis dans un mouvement circulaire, mon réflexe c'est mouvement circulaire, je me place dans le repère de Frelet. Du coup, j'ai tracé ici l'axe tangent au cercle au point où se trouve mon satellite, que j'appelle l'axe tangent. Et puis, j'ai tracé mon axe normal, perpendiculaire à l'axe tangent, dirigé vers le centre attracteur. J'ai défini mes deux petits vecteurs unitaires, U de t porté par l'axe t et U de n, qui n'était pas très bien tracé, porté par l'axe n. Alors là, vous voyez l'intérêt de faire un schéma.
Ça vous évite des erreurs et c'est rapide. Quand vous avez fait le schéma, vous voyez que F et UN, ils sont de même sens et portés par la même direction. Donc je peux écrire que F au P, c'est G petit m grand M sur R carré. U de N. Vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Dites-moi oui s'il vous plaît. Oui ou pas? U de N, il est là. Et F, il est là. Donc vous voyez que, et ce vecteur unitaire, il a comme norme 1. Donc c'est exactement comme vous écrivez par exemple un vecteur AB qui fait 3, 2, vous pouvez encore écrire ça sous la forme 3i plus 2j. Vous êtes d'accord? C'est ça que vous écrivez en maths avec votre vecteur, votre axe comme ça, avec i comme ça, et j. Donc votre vecteur AB, il est là. Voilà le vecteur AB. D'accord? Et bien là, comme je vois que mon vecteur F il est absolument collinéaire et de même sens que UN, et que mon vecteur unitaire est 1, je peux écrire ça. C'est clair ou pas? Oui. Si ça vous gêne, on prendra, vous n'êtes pas obligé, si quand même, parce que dans cet exercice, il vous demande ce type de notation. C'est pour ça que j'ai introduit. Mais après, vous pouvez passer à la notation classique avec les coordonnées du vecteur. Donc, je me place dans le repère de Freinet, P, T, N. Hein, P le centre, T et N les axes. Bon, ben maintenant, je continue ma... J'arrête là. Est-ce que vous pouvez encore... Est-ce qu'on peut... Non. Fin de la première partie du cours du 8-01-2020. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.